Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 16e webinaire du e-salon Les Clés d'Emploi et de l'Alternance. Donc, pour rappel, ce e-salon a commencé donc, le mardi 25 mai et se déroulera donc, jusqu'au vendredi 11 juin. On a prévu donc, plusieurs temps forts sur le e-salon, avec notamment la semaine dernière la mise en ligne de vidéos métiers pour les personnes qui n'ont pas forcément encore de projet professionnel complètement défini. Donc, des vidéos métiers que vous pouvez retrouver donc, sur le site. Et depuis lundi, depuis avant-hier, et jusqu'au 11 juin, vous avez accès à plus de 1000 offres d'emploi qui sont proposées par plus de 220 exposants. Donc, en parallèle de ces temps forts, donc, nous proposons différents webinaires sur des thématiques qui peuvent intéresser aussi bien des demandeurs d'emploi, des salariés, des RH, des partenaires, des institutionnels. Enfin voilà, on essaie de faire une programmation qui puisse intéresser, où tout le monde peut s'y retrouver. Et donc, parmi cette programmation, donc j'ai le plaisir d'accueillir donc David Mancillo, qui est conseiller relations entreprises à la PEC. Donc, bonjour David. Bonjour. Alors je vais faire un petit coup de teasing. Donc, David va nous présenter une étude qui a été réalisée par la PEC avec quelques constats, voilà, qui sont plus ou moins négatifs ou qui mettent en avant des points qu'on a pu rencontrer là, au travers de la crise. Et si vous restez jusqu'à la fin, a priori, je pense qu'il risque de nous annoncer des bonnes nouvelles par rapport à par rapport au marché, pardon, de l'emploi des cadres. Voilà. Donc, Exactement, Paul, tout à fait. merci à vous. Donc bonjour à tous. Déjà, donc évidemment, j'ai un PowerPoint pour pouvoir vous matérialiser mes propos. PowerPoint que j'enverrai peut-être d'ailleurs que j'ai d'ailleurs déjà envoyé à David, pardon, et qui pourra vous transférer pour que vous puissiez l'avoir à votre disposition et réutiliser peut-être toutes ces données chiffrées dès lors que vous en avez l'utilité. Alors vous verrez, ce sont des informations sur lesquelles il peut y avoir beaucoup de données quanti, beaucoup de données statistiques. C'est l'objet de notre étude. Vous savez que l'APEC est aussi observatoire de l'emploi cadre, et du coup on essaye une fois par an via notre service d'études de pouvoir sortir ce qu'on appelle le panel. Donc finalement, des études qui dressent une vision à un instant T de l'état du marché, avec une vision rétrospective aussi par rapport à ce qui a pu se passer l'année dernière. Alors, je vais prendre la main et essayer de vous partager mon contenu, partage d'écran, et normalement, vous devriez pouvoir accéder à mon partage. Je ne sais pas si ça marche. Alors, on le voit. C'est bon, on voit l'écran. C'est bon, c'est mieux? Oui, merci. Bon, très bien. Donc effectivement, c'est une enquête importante, souvent attendue d'ailleurs, parce que vraiment elle dresse, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, un panorama assez exhaustif finalement de la situation. Alors il était d'autant plus attendu cette année par rapport à la crise qu'on vient de rencontrer, et les entreprises attendaient finalement, alors entreprises et institutionnelles, attendaient finalement d'avoir cette étude pour finalement l'utiliser en termes de perspective de ce qui pouvait s'annoncer sur l'année en cours. Donc vous voyez, c'est une enquête assez importante, hein, plus de 650 établissements du secteur privé dans notre région Hauts-de-France ont été contactés. C'est une étude qui a été réalisée entre décembre et fin février, début mars 2021. Normalement, c'est la période à laquelle l'étude sort. Normalement, c'est une étude qu'on propose en février, mais là, pour des raisons évidentes, on a décidé de la décaler, tout simplement pour avoir des résultats les plus fiables possibles. On a décidé de pouvoir s'octroyer 2 mois supplémentaires, donc elle est sortie plutôt fin mai, donc il y a vraiment quelques jours, pour pouvoir finalement avoir une étude un peu plus affinée et apporter aux entreprises institutionnelles une enquête plus fiable. Donc moi, ce que je vous propose en termes de sommaire, c'est 3 points, hein. Un bilan des recrutements cadres en 2020, le portrait des cadres aujourd'hui en Hauts-de-France, et puis finalement les perspectives de recrutement, comme l'indiquait David à juste titre, hein, les perspectives de recrutement, alors qui sont pas forcément celles voilà, qui sont pas forcément en tout cas les perspectives auxquelles on peut s'attendre. Le tableau n'est peut-être pas aussi noir que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Voilà, donc sommaire en 3 points. Alors, je me permets Pardon. juste, David, j'ai Bien oublié de sûr. préciser en introduction, donc pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.
Et donc, au fur et à mesure, je poserai les questions donc à David. Voilà, Tout, merci. tout à fait, merci. Donc, vous voyez donc un premier graphique qui vous permet juste de constater que, alors vous savez, normalement au cours des dernières années, notamment avant 2019, on était sur un taux et un nombre record de recrutement cadres, avec plus de 281 000 cadres recrutés à fin 2018. On s'attendait du coup courant 2019 à atteindre les 300 000 cadres recrutés. Ça n'a pas été le cas. La crise sanitaire est passée par là. Et vous voyez qu'elle nous a donné un atterrissage plutôt courant mi-fin d'année 2020, un atterrissage à 228 704, soit une baisse de 19% par rapport du coup au meilleur taux jamais atteint et celui de fin 2018, début 2019. Néanmoins, on voit que effectivement cette crise sanitaire n'est pas une crise comme les autres. Elle a été extrêmement radicale finalement dans sa décroissance. Mais on va voir aussi un peu plus tard les différents effets des différents confinements qui montrent que finalement il y a eu une sorte d'habituation des entreprises et avec des effets finalement au regard de ces 3 confinements qui ont été plus lissés en tout cas et moins bruts. Donc effectivement, le résultat quand même moins 19% est quand même moins fort qu'attendu, hein. On avait des perspectives au début et lors notamment de ce premier confinement, on s'attendait à des chiffres vertigineux et particulièrement négatifs. L'atterrissage n'est pas positif, loin de là, hein, c'est pas mon discours, mais c'est vrai que voilà, moins 19%, c'est quand même moins radical que l'attendu. On est quand même à cette époque-là à moins 8% du PIB, moins 7% de la consommation des ménages. Donc évidemment, hein, un PIB en chute libre, une consommation des ménages en chute libre, bah, du coup, tout ça se fait ressentir inexorablement sur les entreprises qui ont vu leur recrutement s'arrêter de manière assez brutale. Une chute des recrutements de cadres plus intense qu'au niveau national, effectivement. Donc là, vous voyez, si on fait un focus Hauts-de-France, vous voyez qu'on est passé en 2019 d'un peu plus de 18 000 cadres recrutés à 13 780. Donc c'est vrai qu'on est quand même ici sur une région, hein, une région Hauts-de-France qui a été plus impactée que les autres. Je vous fais pas de dessin et je vous fais pas la leçon là-dessus. Vous l'avez constaté à la télévision. La région avec voilà quelques autres régions françaises notamment PACA et Île-de-France ont été largement impactés et ça se fait ressentir effectivement sur le niveau de recrutement cadre qui a été de l'ordre de 24% entre le meilleur niveau de 2019 et l'atterrissage à fin 2020. Donc c'est vrai que c'est une crise qui est quand même assez inédite, une chute qui est inédite, qui est significative, surtout dans un marché qui était bien parti pour atteindre ces niveaux records. Alors, on voit bien aussi que les choses ne sont pas encore terminées. Il faut quand même bien se l'avouer. Les recrutements aujourd'hui sont quand même encore assez frémissants. Les entreprises, effectivement, alors, tout ça a été évoqué en fonction des secteurs d'activité, évidemment, et de la typologie de recrutement des entreprises, mais voilà, le marché reste quand même aujourd'hui encore un peu assez, voilà, peu enclin, peu positif de manière assez globale à lancer des recrutements qui permettent de rattraper en tout cas le niveau de 2019. Mais on le verra tout à l'heure, on est quand même dans une configuration voilà, qui s'augure plutôt bien. Alors, une comparaison quand même qui me semblait nécessaire région par région. Vous voyez, voilà, il y a des régions, je vous l'ai dit, qui ont été fortement impactées. Des territoires ont été touchés par des baisses de recrutement, mais dans des proportions qui sont très différentes, hein. Vous voyez qu'on est quand même la troisième région de France à avoir été la plus impactée en termes de recrutement. 24%, moins 24%, hein, qui correspond à la slide précédente. L'Occitanie, alors l'Occitanie, sa particularité, là aussi, vous savez comment ça peut se passer pour l'Occitanie. On est sur un mono-secteur d'activité, notamment poussé par le secteur de l'aéronautique et ses sous-traitants. Du coup, effectivement, l'aéronautique ayant été particulièrement impactée par la crise sanitaire, eh bien, c'est la région aujourd'hui qui, dans les mêmes proportions, finalement, a vu son nombre de recrutements davantage chuter que dans les autres régions.
On a juste une région Bretagne, vous voyez, qui est plutôt à l'équilibre. La Bretagne avait juste moins 0,5%. On estime que c'est une région qui n'a pas été particulièrement impactée par les recrutements cadres. Voilà, alors plusieurs raisons à cela. En Bretagne, on est plutôt sur le secteur agroalimentaire, hein, contrairement à l'Occitanie qui est très aéronautique. La région Bretagne est très agroalimentaire et du coup le secteur de l'agroalimentaire, de par notamment, eh ben, évidemment, ce secteur absolument essentiel, avec une non-fermeture des commerces alimentaires a fait que, voire même une recrudescence, hein, de ce secteur, a fait que voilà, c'est une région qui a été globalement peu impactée. Voilà sur une visibilité finalement région par région. Alors, comme je vous l'ai indiqué aussi tout à l'heure, un impact des confinements, finalement, vous voyez, qui a été aussi assez différent. Vous voyez, le premier confinement a été celui qui a le plus marqué, hein, évidemment, c'est le démarrage. Vous voyez on était à janvier finalement à -7, février -9, et on a un atterrissage à -65% en avril. Donc effectivement, alors c'est inédit, hein, je l'ai dit en introduction, et c'est aussi pour cette raison que, alors il n'y a pas eu un effet d'habituation, ça serait un peu exagéré de dire ça, mais vous voyez que le deuxième confinement, il y a eu un impact moins léger, et puis le troisième confinement, pareil. Encore un peu moindre, avec une reprise finalement aussi des recrutements dès la fin des confinements, hein. Donc il y a un effet confinement qui est notable, qui est immédiat, mais finalement dès la fin de ces confinements, vous voyez que les entreprises finalement recrutent et reprennent en tout cas leur recrutement de manière assez forte, pour réatteindre finalement des seuils quasi identiques à ceux qu'on avait pu connaître en janvier. Vous voyez, on était à -7% en janvier, confinement, on pensait à -65, et puis finalement, on voit qu'en décembre de la même année, on arrive à réatteindre finalement le niveau de janvier avec -7%. Alors, Et, ça reste des chiffres qui sont négatifs, hein, on est en dessous des seuils et des prévisions, mais vous voyez très clairement ici, à travers ce graphique notamment, que l'effet des confinements reste important, et notamment celui du premier. et Euh, est-ce que sur Bien le sûr. site de l'APEC, ou dans cette étude, il y a un endroit où on peut trouver le détail par secteur d'activité, voir s'il y a des Ouais, secteurs qui ont réagi plutôt que d'autres tout à fait. Je l'aborde même d'ailleurs un peu tout à l'heure. D'accord. Hein, il y a pas de souci. Donc voilà, donc on est quand même, vous voyez, à moins 40% de recrutement par rapport à 2020, et moins 130% par rapport à 2019. Donc voilà, il faut comparer par rapport à ce qui est comparable. Donc on prend les chiffres, vous voyez, où on a envie de les prendre. Mais quand même, aujourd'hui, par rapport à 2020, on est à moins 40%, et par rapport à 2019, on est quand même à moins 130%. Alors, la situation est plus compliquée pour les jeunes. Évidemment, les jeunes, c'est toujours la variable d'ajustement, hein. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Donc là, on vous adressait finalement un comparatif entre l'ensemble des offres cadres et les offres cadres accessibles aux jeunes diplômés. Vous voyez que à décembre dernier, on était sur l'ensemble des offres à -7%, qui correspond. Alors, apparemment, on a un petit souci technique. On a perdu David Mancino. Pour eux. Oui. Il y a un petit souci de connexion, apparemment. Ah, vous m'entendez? Là, c'est bon, on vous entend. Vous m'entendez? OK. Non, je disais donc du coup, effectivement, la situation est plus compliquée pour les jeunes. C'est la variable d'ajustement. Avant, le marché était relativement dynamique, hein, pour les jeunes. Voilà, moi j'avais des chiffres, mais vous voyez, on avait 6 à 12 mois après le diplôme, on avait un taux d'insertion pour la promotion de 2018, par exemple, qui était de 85%. Si on refait les mêmes statistiques, hein, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une vision du taux d'emploi 6 à 12 mois après le diplôme, on tombe à 69% pour la promotion 2019. On était à 85% pour la promotion 2018. Donc, vous voyez, effectivement, on était dans une bonne dynamique au sein de l'emploi des jeunes diplômés. On est aujourd'hui clairement dans une situation très dégradée, qui a fait que leur taux d'insertion, leur taux d'emploi finalement, à l'issue du diplôme, et avec cette visibilité de 6 à 10 mois, à 12 mois après le diplôme, on voit que ça a quand même bien chuté de plus de 16 points.
Il y a plus de CDD. Aujourd'hui, il y a plus de contrats précaires aussi pour cette typologie de population. Et j'y reviendrai tout à l'heure en détail, mais au-delà de la typologie de contrat, ce qui est particulièrement problématique et alarmant, c'est que finalement, on a aussi des jeunes qui se retrouvent du coup avec un diplôme, mais qui sont prêts du coup à faire le sacrifice de ne pas forcément s'orienter toujours vers les secteurs ou les métiers vers lesquels ils sont destinés, et vont plutôt rechercher en dépit finalement des emplois plutôt alimentaires qui vont leur permettre d'avoir un revenu pour pouvoir finalement absorber leurs ressources, absorber leurs charges, pardon, et du coup, du coup, ils arrivent comme ça à un peu dévaloriser leurs compétences et leur CV. Bon, voilà une situation que du coup, vous voyez, pour les jeunes qui est un peu quand même, j'estime, alarmiste. Alors, si on continue de faire un focus, on arrive du coup à ce diagramme circulaire où on arrive à voir finalement que 46% finalement des offres publiées notamment sur apec.fr sont des offres d'emploi cadre de la métropole lilloise. Plus de 50%, vous voyez, parce que si j'agrège finalement Lille, Roubaix, Tourcoing, 46 plus 6, j'arrive à 52%. Ça veut dire que 52% finalement des offres publiées sur apec.fr se situent au sens large de la métropole lilloise. Alors, on a quand même aujourd'hui d'autres parties de la région qui restent assez dynamiques par rapport à leur territoire, hein. Je pense notamment au sud de la région avec Beauvais, avec Compiègne. On a plus de difficultés sur le littoral. Alors, vous voyez, Dunkerque, 3%, mais on a évidemment essayé de faire des requêtes pour Calais et Boulogne, où là, on est à moins de 1% finalement de l'emploi cadre. Donc, c'est effectivement une situation assez fragilisée sur le littoral. Même si le sud de la région, j'insiste, alors il est bien moins important en termes de taux que la métropole lilloise, mais ça c'est évidemment logique. C'est un effet aussi direct avec la densité de population. Mais finalement, le sud de la région ne s'en tire pas si mal, reste assez dynamique, notamment avec la proximité parisienne. Le télétravail, alors on fera des études plus poussées sur le sujet l'année prochaine, mais on estime que le télétravail pourrait venir aussi perturber un peu finalement ce type de diagramme, ce type de requête, parce que voilà, le télétravail vient aussi un peu perturber ce cadre-là, ce champ-là, pourrait venir modifier une certaine réalité. Les gens pourraient être amenés à travailler sur des sites plus lointains qu'ils n'étaient en mesure de le faire jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, ce levier de télétravail permettrait de se dire, bon, je dois peut-être être présent 2 jours sur site, mais j'ai quand même 3 jours de télétravail, donc je suis prêt à faire le sacrifice et avoir finalement une zone de mobilité qui est plus large que je l'avais jusqu'à présent. Voilà pour la zone d'emploi lilloise. Alors, malgré la crise des nouveaux postes cadres, alors là, voilà un calcul qui est néanmoins assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, un plus 1610 nouveaux postes cadres créés sur la région Hauts-de-France. Alors, comment on arrive à ce plus 1610? Bien, tout simplement, on prend les 13 780. Vous vous souvenez, dans les salles antérieures, c'était du coup l'atterrissage en termes de recrutement CDI ou CDD cadre, avec moins 24% sur notre région. On additionne à cela les promotions internes. Voilà, 3190. Donc, on s'attendait aussi à ce que finalement, à défaut de recruter, les entreprises jouent plus le levier des promotions internes, notamment vers le statut cadre. On s'aperçoit que ça n'a pas été le cas. À la fois, il y a eu, vous voyez, une grosse fragilité, un gros coup de frein mis sur les recrutements, mais il y a aussi un gros coup de frein mis sur les promotions internes. Il y a eu peu de mobilité, il y a eu peu d'évolutions, notamment des évolutions de statut, qui du coup sont les 2 chiffres rouges de ce recrutement sur le statut cadre. À ça, du coup, on va venir soustraire les sorties pour démission, les sorties pour licenciement ou les départs à la retraite, qui là, du coup, est un chiffre 15 360 plutôt positif, notamment lié au départ en retraite, qui voilà, a été moins fort que d'habitude. Les gens ne sont pas partis en retraite de manière aussi forte que ce qu'on aurait pu s'imaginer. Voilà, avec le taux finalement de départ en retraite qui a été de moins 9%, et le taux de démission aussi qui a été moins fort.
que d'habitude, hein. Évidemment, il y a une fragilité, il y a une certaine crispation sur le marché. Les gens réfléchissent à 2 fois avant de quitter leur fonction et leur entreprise. Et du coup, c'est ce qui arrive finalement à l'atterrissage de plus 1610. Alors, 241 160 cadres, hein, ça c'est le nombre de cadres exact aujourd'hui dans la région Hauts-de-France. Alors, je ne parle ici que du champ APEC, c'est-à-dire les cadres du secteur privé. J'exclus tous les cadres de la fonction publique. Et on arrive à cette typologie. Alors, je ne sais pas si elle pourrait vous surprendre ou pas, si finalement ce portrait robot du cadre dans la région Hauts-de-France. On a quasiment un cadre sur 7 qui est, pardon, on a 7 cadres sur 10, 7 cadres sur 10, autant pour moi, qui sont des hommes. On a du coup quasiment un peu plus de 3 cadres sur 10 qui sont des femmes. Et on a, vous voyez, aussi une certaine typologie au niveau de l'âge. Pour 11% d'entre eux, ils ont moins de 30 ans. Quasiment aujourd'hui dans notre région, 6 cadres sur 10 est âgé entre 30 et 49 ans et 31% d'entre eux, donc 3 cadres sur 10 à plus de 50 ans. Alors, on n'est pas sur des chiffres, alors je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais on n'est pas sur des chiffres qui s'éloignent du niveau national. On est globalement aujourd'hui sur les mêmes chiffres que l'on pourrait retrouver à l'échelle de la France. Il y a juste la région Grand Est qui a un effort plus notable sur les plus de 50 ans. Avec du coup un taux d'emploi sur le statut cadre plus élevé sur cette tranche d'âge. Mais globalement, ce que vous pouvez voir ici à l'écran pour la région Hauts-de-France est quasiment les mêmes éléments, les mêmes données chiffrées que l'on peut constater au niveau national. Excusez-moi, sur les dernières années, est-ce qu'on sait dire s'il y a une évolution significative ou est-ce que Non. quelques années, c'est exactement les mêmes proportions? Non, il n'y a pas d'évolution significative, David, sur cette typologie-là. Vous voyez, voilà, donc on fait le choix, nous, de vous démontrer ce portrait robot à travers le sexe et l'âge, mais finalement, on reste dans une configuration qui évolue de manière assez peu dans le temps. D'accord. Hein. Ce que j'aurais peut-être envie de vous rajouter, c'est quand même que aujourd'hui, sur la région Hauts-de-France, on est la 5e région sur le volume de cadres. Donc, vous voyez, on est quand même une région qui ne reste pas sur le côté de la route sur l'emploi cadre, hein. On est la 5e région en termes de volume qui est la plus marquée. Alors, évidemment, devant, on va trouver des grosses régions, comme par exemple l'Île-de-France ou l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand même, on est quand même une région qui a tendance à employer beaucoup de population cadre, notamment à travers les sièges sociaux, hein. Vous savez qu'on est, je l'évoquerai aussi un peu tout à l'heure, mais on est une région dans laquelle il y a beaucoup de sièges sociaux, notamment des sièges sociaux liés à la distribution alimentaire et spécialisée. Alors, si je continue de préciser toujours mes propos et d'avoir un focus toujours régional, vous voyez que 62% des cadres, département par département, sont plutôt situés dans le nord, hein. C'est très marqué. 6 cadres sur 10 sont dans la région nord. On l'a vu tout à l'heure, et plus spécifiquement sur la métropole au sens large. Ensuite, on a le Pas-de-Calais et l'Oise qui atteignent des seuils équivalents, hein, 14% pour le Pas-de-Calais, 12% pour l'Oise. Et finalement, l'Aisne et la Somme qui et c'est lié, là vous le comprendrez aussi, c'est fortement lié, comme je l'indiquais sur les slides aussi d'avant, lié à la densité de population, mais on est plutôt sur ces départements-là, sur des régions plus rurales. Donc effectivement, ça a son impact aussi sur l'emploi cadre. Néanmoins, la particularité de notre région, c'est que alors la métropole a une place prépondérante, hein, 34% des recrutements se font surtout autour des métropoles. On a quand même aussi, on est quand même une région qui laisse la place aux autres communes urbaines, hein, 47% finalement des cadres se situent dans des communes urbaines hors métropole, et on laisse, vous voyez aussi dans une moindre proportion, mais on laisse aussi la place aux communes rurales. Euh, voilà sur la présence des cas département par département. Alors évidemment, il y a pas photo, il n'y a pas à tergiverser, hein. Vous voyez que le Nord, et sans surprise, une fois de plus, j'imagine, le Nord est quand même assez captif en termes de création et en termes de gestion d'emploi cadre. Alors, les cadres des Hauts-de-France travaillent moins souvent dans les services à forte valeur ajoutée. Alors, ce qu'on appelle les services à forte valeur ajoutée, ainsi que la rubrique autres services,
Alors, services à forte valeur ajoutée, ça va être tout ce qui est recherche et développement, informatique, banque, assurance, les métiers du conseil et de la communication. Et dans les autres services, on va trouver l'hôtellerie et la restauration, par exemple. On va trouver les métiers de la santé, de la formation, des loisirs, de l'immobilier ou de l'action sociale. Et vous voyez que si on agrège finalement autres services et services à la personne, eh bien du coup, on atteint plus de 50%. 50% de cadres qui travaillent dans les services, c'est la tertiarisation de l'emploi. Alors, on est une ancienne région industrielle. Là aussi, vous pouvez le constater à travers les 20%. Vous voyez, par rapport au niveau national où on est à 18%, la région reste du coup encore fort marquée finalement avec une forte empreinte industrielle. Mais on est qui est le deuxième secteur d'activité de la région. Mais vous voyez qu'on est quand même dans une région qui se tertiarise avec finalement ce poids des services au sens large, hein, de par tous les métiers que je viens de vous citer. Mais quand même, on est dans une région aujourd'hui où plus d'un cadre sur deux travaille dans les services. Même si l'empreinte industrie reste forte et l'empreinte aussi commerce reste forte. On est dans une société et dans une région plus spécifiquement où le poids du commerce est fort. Alors vous voyez, il est d'autant plus fort finalement aujourd'hui dans les métiers du commerce et d'autant plus marqué que ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Il y a un ratio de 2 points finalement entre l'industrie présente dans notre région et les cadres dans l'industrie au niveau national, alors que dans le commerce, vous voyez que finalement, il commence finalement à avoir plus de poids ce commerce-là, avec un écart avec le niveau national qui a tendance à se creuser. Voilà. Donc on peut vraiment dire, vous voyez que aujourd'hui dans la région, en tout cas, les services, c'est vraiment le cœur de l'activité, hein. C'est vraiment le cœur de l'emploi cadre en tout cas. Alors, au niveau des tailles d'entreprise, alors bon, là, évidemment, on le constate immédiatement, c'est plus de 50% des cadres travaillent dans des grandes entreprises. Je le disais aussi rapidement tout à l'heure, mais on est la deuxième région derrière l'Île-de-France sur le nombre de sièges sociaux. Hein, alors évidemment, il y a un gros écart entre le nombre de sièges sociaux qu'on peut trouver en Île-de-France et le nombre de sièges sociaux qu'on peut trouver dans la région Hauts-de-France, mais néanmoins, il y a quand même notre région est quand même la deuxième région en termes de nombre de sièges sociaux, d'où le nombre de cadres aujourd'hui, parce que bah voilà, il y a un niveau d'encadrement qui est plus fort dans les grandes entreprises, donc les 250 salariés plus que dans les TPE, PME, c'est une évidence aussi. Donc plus une région est est constituée de manière significative de nombre de sièges sociaux, plus elle aura un niveau d'encadrement qui va être élevé. C'est exactement ce qui se passe dans notre région. On a un nombre de sièges sociaux qui est élevé, donc on a un niveau finalement de cadre dans ces entreprises qui est plus élevé qu'ailleurs, parce que vous voyez qu'au niveau national, on est plutôt à 51%. Alors, sur maintenant le niveau national des recrutements de cadres en 2021, on voit, vous voyez que les prévisions de 2021 repartent à la hausse, pardon. Hein, c'est voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure en introduction. Les choses ne sont pas aussi noires que ce qu'on aurait voulu espérer, ce à quoi pardon on s'attendait. C'est que on prévoit quand même en 2021 247 000 recrutements de cadres. On était à 281 000 en 2019. Donc, ça veut dire que si, vous voyez, on réintègre en 2021 247 000 cadres, ça veut dire qu'on se situe plutôt au milieu de l'année 2017. Donc, on est loin de rattraper ce qu'on a connu en 2019 et ce qu'on prévoyait en 2020 avec le fameux seuil des 300 000 cadres. 247 000 cadres, ça veut dire qu'on réintègre. Donc, certes, c'est positif et ça reprogresse, mais ça veut dire qu'on se situe comparativement année par année plutôt au milieu de l'année 2017. Euh, Si on se compare à 2019, si on atterrit en 2021 à 247 004, ça veut dire qu'on sera quand même à moins 12%. Par contre, on sera à plus 8% si on compare 2020, enfin, les prévisions de 2021 avec 2020. Donc plus 8% sur le niveau national, on est comparativement aujourd'hui sur la région à plus 10%. Donc vous voyez que la région finalement récupère plus vite les recrutements annulés ou décalés que le niveau national. Hein, quand le niveau national est à plus 8, la région en prévision 2021 par rapport à 2020 est à plus 10. Donc on est quand même une région
qui finalement essaye de rattraper plus vite que le niveau national les recrutements laissés à l'abandon au cours de la dernière année et demie. Alors, ces prévisions plutôt positives sont liées et du coup, à un PIB qui est à la hausse, hein. Alors, on prévoit un PIB 2021 à 5,4%. Et la consommation des ménages, vous savez, quand la France, finalement, pour avoir des indications et des indicateurs fiables sur son niveau de recrutement, est très attentive à la consommation des ménages, qui est le levier principal, le levier moteur aujourd'hui pour jouer sur la croissance. Et la consommation des ménages sur les prévisions 2021 est estimée à plus 4,7%. Donc voilà, un PIB à plus de 5%, une consommation des ménages qui frôle les 5%, fait que du coup, vous voyez, on arrive à avoir des chiffres de recrutement, alors sur l'emploi cadre, mais pas que, qui du coup arrivent finalement à progresser de manière assez significative. Je pense que les personnes sont aussi, même si, enfin voilà, s'il y a toujours une certaine prudence, une certaine réserve, je pense que si on se compare par rapport au mois de juin 2020, aujourd'hui, les gens se projettent plus facilement de par le contexte sanitaire, la vaccination, etc. Donc, la réaction des consommateurs, la réaction des salariés et des demandeurs d'emploi est un peu la même, et un peu le reflet de la situation pour les entreprises. C'est on avance, on se reprojette, tout en étant prudent. Exactement. D'autant plus prudent, David, que Melbourne, pour ceux qui sont attentifs finalement un peu à ce qui peut se passer au niveau international, Melbourne a reconfiné il y a 5 jours. Donc effectivement, j'entends la vaccination plutôt voilà, des sujets journalistiques qui annoncent un paysage plus vert que ce qu'on a pu connaître au cours de la dernière année et demie. Effectivement, c'est une réalité. Mais en même temps, je pense que les chefs d'entreprise essayent quand même d'avoir cette attention, et plus que jamais, d'ailleurs, c'est assez inédit, de garder un œil finalement sur ce qui peut se passer à l'international pour pouvoir finalement éviter cet effet boomerang avec ce qui pourrait du coup se reproduire au niveau national, voire local. Et effectivement, Melbourne qui reconfine il y a 5 jours, ça peut aussi, vous voyez, générer de nouveau une certaine hésitation, une certaine crispation du marché, et notamment des chefs d'entreprise qui sont conscients finalement de tout ça et qui vont un peu à tâtons. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'effectivement, il faut recruter, il faut relancer l'activité, il faut voilà, relancer l'économie avec des chiffres, je vous l'ai indiqué, notamment par le PIB et la consommation des ménages qui sont plutôt au beau fixe, mais en même temps une attention internationale qui influence aujourd'hui plus que jamais finalement ce qui peut se passer ici en France. Alors, je fais le parallèle par rapport au e-salon, parce que c'est vrai que quand on a eu ce projet, donc l'année dernière, on avait transformé le salon présentiel en e-salon, donc on l'a fait en 3 semaines. Oui, On avait eu 130 exposants et un peu plus de 2000 mails de candidature. Le contexte était complètement différent. Et pour cette année 2021, quand on s'est posé la question de savoir si on reconduisait le projet ou non, on partait un petit peu sur les mêmes bases. On s'était dit, voilà, s'il y a 100, 130 exposants, pour le projet, ça peut être bien, c'est un redémarrage. Et très franchement, j'étais le premier surpris de voir, aujourd'hui, on a 230 exposants, des grandes enseignes, des TPE, PME, des artisans qui ont répondu positivement. Et ça rejoint ce que vous disiez, David, c'est que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, voilà, on avance, on se projette, et puis on verra. S'il faut rajuster, exactement. mais sinon, il faut avancer parce que sinon, on peut pas faire de surplace, en fait. Exactement, exactement. Donc ça, David, je vous rejoins complètement. Après, le côté un peu pervers de ça, c'est que effectivement, les entreprises aujourd'hui, c'est indéniable, hein, recrutent à nouveau. Je vous l'ai démontré par des chiffres, plus 8% au niveau national, plus 10 au niveau régional. Donc, on rejoue le jeu et plus que jamais du recrutement, on essaie de réintégrer finalement aussi notre niveau recrutement perdu il y a 1 an et demi. Donc, les recruteurs finalement sont aujourd'hui presque en surcharge d'activité dans beaucoup d'entreprises. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus de contrats dits précaires. Le nombre de CDI est moins important que ce qu'on pouvait s'attendre. Il y a beaucoup de CDD et les jeunes surtout, je le disais tout à l'heure, mais les jeunes sont confrontés notamment, voilà, beaucoup de contrats intérimaires,
et beaucoup de CDD et parfois même un positionnement sur des offres d'emploi qui ne correspondent pas exactement finalement à ce quoi ils pouvaient espérer au regard de leur formation. Donc un marché qui redémarre, c'est une évidence et c'est vraiment ça peut-être qu'il faut retenir, mais on est quand même encore en période d'hésitation, encore en période d'observation et avec des entreprises qui y vont quand même prudemment. Alors les 3 régions qui concentrent les recrutements, de cadres, connaîtraient la hausse de recrutement la plus forte, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vous l'ai dit. Ensuite l'Île-de-France, plus 10% à égalité avec la région Hauts-de-France, plus 10%. Donc vous voyez on est clairement aujourd'hui, et ça c'est clairement un feu vert, on est clairement aujourd'hui dans le top 3 des régions qui redémarrent de manière très forte, plus 2 points par rapport au niveau national et sur un niveau équivalent à celui de l'Île-de-France. Vous voyez que si finalement on arrive à additionner l'intégralité des recrutements prévus dans ces 3 régions, ça veut dire qu'on représente finalement les 2 tiers des recrutements au niveau national. Donc plutôt, vous voyez un très bon positionnement de notre région et des feux clairement au vert, en tout cas sur notre territoire. Alors il y a sans doute l'effet rattrapage. Je le dis depuis tout à l'heure, il y a sans doute un effet rattrapage parce qu'on avait aussi, souvenez-vous, hein, je suis là pour vous donner aussi le tableau le plus exact et le plus transparent possible. On est aussi une région quand le niveau national voilà, avait moins baissé que nous. Nous, on était à moins 24%. Donc, on est aussi une région qui avait été aussi plus impactée par la baisse des recrutements. Donc on a aussi un effet rattrapage qui est évident, hein. On a plus diminué que les autres. Donc au moment où on peut redémarrer, ben, on redémarre peut-être aussi plus vite et plus fort que les autres pour essayer de rattraper tout ça. Voilà. Alors, dans les Hauts-de-France, des recrutements cadres en progression en 2021, sans retrouver pour autant le niveau d'avant-crise, hein. Vous voyez 15 200, de nouveau par rapport à ce que j'indiquais sur les slides précédentes, 15 200 recrutements, ça veut dire qu'on se situe à peu près aussi à mi-année 2017. Donc effectivement, on avait fortement baissé, moins 24. Effectivement, on redémarre plus vite et plus fortement que les autres, mais néanmoins, on est loin quand même de pouvoir réintégrer le niveau 2019, voire le niveau attendu normalement, en tout cas qui était prévu pour 2020. Euh, Aujourd'hui, dans notre région, l'informatique, la construction et l'agroalimentaire aide clairement à atteindre ces 10%, aide clairement la région à se redresser, hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, les fonctions pénuriques se situent aussi dans ces secteurs-là. Alors, l'informatique, c'est connu, mais dans les secteurs de la construction et de l'agroalimentaire également. 8 embauches de cadres sur 10 concerneraient du coup la région Nord-Pas-de-Calais. 80-20, vous voyez, 80% des recrutements. Donc, si je fais un focus, hein, c'est les 15 200, 12 150 plus 3 050. Et bien, du coup, on a 80% de ces recrutements qui sont prévus pour 2021 qui se situent en Nord-Pas-de-Calais et 3 050 pour la Picardie. On est dans des proportions qui sont un peu différentes quand même, hein, d'une dizaine de points. C'est-à-dire qu'on était plutôt normalement sur un ratio 70-30 dans les années précédentes. Là, vous voyez que la crise étant passée par là, le Nord-Pas-de-Calais eh bien, recrute davantage, en tout cas redémarre plus vite, plus fortement que les recrutements qui sont prévus en Picardie. Donc l'écart est quand même là assez marqué et je vous le dis, comparativement aux autres années, il est encore plus marqué. Alors, par taille d'entreprise, hein, c'est important aussi pour vous que vous puissiez avoir cette vision par taille d'entreprise. Euh, alors, vous voyez que la région se situe quasiment au même niveau que le niveau national, hein. En bleu, on est sur le niveau national. En rouge, le niveau de la région. Voilà, 65% des recrutements cadres prévus en 2021 sont plutôt dans des PME, 64% au niveau national, 35 dans des grandes entreprises et 36 au niveau national. Hein, donc, une fois de plus, je le reprécise, mais vous l'avez compris, c'est surtout les services du coup qui vont porter les recrutements. C'est les services qui sont plutôt moteurs du redémarrage dans notre région.
la construction, voilà, impacte et retrouve aussi là progressivement un niveau à la normale. Donc ça aussi, la construction, le secteur de la construction participe aussi à ce redémarrage de recrutement dans la région. Euh, donc la part des services, bon, là, ok, on l'a évoqué. Donc la part des services dans la région, 63%, 74% au niveau national. Évidemment, vous le savez, je l'ai aussi indiqué tout à l'heure, c'est parce que l'industrie reste assez marquée dans notre région. Et vous voyez que la construction aussi redémarre et est plus importante dans notre région qu'au niveau national, 6% contre 5%. Donc voilà. Dans l'industrie, en tout cas, il faut juste essayer de sortir de ces chiffres des secteurs qui restent quand même assez encore fragilisés, tels celui de l'aéronautique et de l'automobile. Voilà, donc ça redémarre progressivement, mais d'un point de vue macro, ça a tendance à redémarrer moins vite dans les secteurs industriels sur le plan de l'aéronautique et de l'automobile. Les cadres commerciaux, informaticiens, études R&D seront les plus recherchés en 2021. Voilà, on a clairement, vous voyez, aujourd'hui les trois secteurs d'activité qui rencontrent des difficultés de recrutement avec des profils pénuriques. On est aussi dans le top 3 des métiers clairement voilà, en tension dans notre région, commerce, informatique, études R&D. Voilà, commerce, vous voyez, 18%, informatique 17%, études R&D 17%. Donc on est sur ces entreprises-là, en tout cas clairement sur un niveau de recrutement très élevé, plus élevé que d'ordinaire, en tout cas dans notre région. Pour le commerce, c'est un peu moins fort qu'au niveau national, mais on est quasi sur un pied d'égalité. Et du coup, pareil pour l'étude et la recherche et développement. Donc ça veut dire que c'est aussi ces entreprises-là qui devront essayer de faire l'effort de jouer sur d'autres niveaux de compétences. Quand on est sur un métier en tension, quand on est sur des profils pénuriques, alors je lance moi autant que possible les messages aux entreprises et aux RH que je rencontre, mais effectivement, ça veut dire que la marque employeur, jouer sur l'expérience candidat, l'attractivité, c'est des sujets qui vont être importants pour ces trois secteurs d'activité-là plus que pour les autres, pour essayer de se démarquer et d'aller aussi capter des profils en dehors des profils traditionnels. Donc bouger un peu les lignes, et essayer il y avait une étude qui disait que finalement aujourd'hui la tranche de population la moins enclin à bouger, à effectuer des mobilités vers l'externe, c'est la tranche de population 35-49 ans. Qui plutôt voilà, a envie de stabilité, a envie de s'investir et de développer les compétences dans l'entreprise. Et c'est vrai que ce qui est assez marqué, c'est que j'ai l'impression que les boîtes du commerce, de l'informatique et des études essayent, dans leur profil robot candidat idéal, essayent surtout d'aller capter cette tranche de population. Ce qui est du coup plutôt dommageable parce que bah, on sait, de par les statistiques et les sondages et les différentes études qu'on a pu mener, c'est que c'est la tranche de population, c'est la catégorie de population qui est la moins enclin à bouger. Donc effectivement, je pense que quand on est une boîte du commerce, une boîte de l'informatique ou des études, eh ben, il est peut-être bon aujourd'hui de se dire que on est sur des fonctions qui recrutent massivement, on est sur un secteur qui recrute, qui va jouer la carte finalement voilà, du développement et donc du recrutement. Et il est peut-être opportun de bouger un peu les lignes et d'aller capter des profils à l'extérieur des profils habituels. Et où je vous rejoins par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, David, c'est que moi je suis convaincu que le télétravail, le télétravail Oui, d'entreprise, c'est vraiment une donnée à observer sur les mois tout et à les mois fait, à venir, parce que notamment sur ces profils pénuriques, ça peut tout être à fait, d'aller capter des personnes qui ne exactement. sont pas déplacées physiquement. Exactement, tout à fait. Vous savez, sur des profils pénuriques, donc là j'ai évoqué le top 3, mais après on pourrait évoquer le top 4. Hein. Dans le top 4, on retrouve aussi bien souvent parfois les métiers de la finance, avec notamment les métiers de gestionnaire de paye ou de comptable. Moi j'ai une entreprise qui avait rencontré des difficultés suite au départ volontaire, hein, pour suivi de conjoint de son responsable comptable, qui partait en plus très loin. Hein. C'était une société qui était dans la Rajoie et son comptable, son responsable comptable partait vers Lyon. Il a été incapable de recruter quelqu'un pour pallier le départ de cette personne. Et bien, du coup, il lui a proposé un télétravail à 100% avec un retour sur site 2 fois par mois.
Vous voyez? Et ça, je pense que c'est inédit. Et d'ailleurs, les échanges que j'ai eus avec lui me le font confirmer, puisque ce responsable RH me disait, mais jamais avant j'aurais envisagé ce type de situation. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était faisable, que c'était pas impossible, que c'était pas forcément très compliqué. Le salarié en plus a accepté de jouer le jeu, donc il vient effectivement maintenant deux jours par mois sur site. Ce sont des échanges qui sont denses, qui sont condensés, mais qui sont pertinents. Et puis, si c'est pas suffisant, on peut toujours imaginer une visio, un échange téléphonique. Enfin voilà, et ils se sont adaptés et ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, je pense que voilà, les entreprises ont été un peu poussées finalement à aller sur ces nouvelles technologies dans la relation au travail. Et pour ceux qui l'ont testé, elles l'ont plutôt bien vécu et bien apprécié. Je vous donne un autre exemple qui est très personnel, mais à l'APEC, depuis la mise en place du télétravail, on a une hausse de la productivité qui est de l'ordre de 20%. Alors je ne sais pas si certains RH ou si beaucoup de RH s'amusent à calculer et à comparer du coup la différence de taux de productivité avant crise ou après crise, notamment avec l'impact du télétravail. Mais il est loin d'avoir eu des effets négatifs sur la productivité des entreprises. Juste, je vous dis, à l'APEC, on a pu constater une hausse de 20% quand même du taux de productivité, ce qui est considérable. Alors, il faut toujours l'étudier et être vigilant à ce taux de productivité, parce que il faut, voilà, quand on est sur un télétravail, ben, il faut veiller à ce que le collaborateur distingue bien les temps d'activité et les temps voilà, de non-activité, donc de loisirs, etc., de vie familiale et personnelle. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet sur lequel vous avez raison, David, il faudra qu'on s'attarde parce que c'est vraiment en train de faire bouger les lignes traditionnelles. Et après, sans s'éloigner trop du sujet, mais je pense qu'il faudra aussi avoir en ligne de mire tout ce qui est développement des espaces de coworking. Aujourd'hui, on le voit sur la mail, un des thèmes qui est régulièrement abordé, c'est la question de la mobilité, donc la mobilité physique des personnes. Et c'est vrai que le télétravail, les espaces de coworking, la mobilité, enfin, voilà, c'est des thèmes qu'il va Tout falloir à fait. parce que ça aura un impact sur le recrutement des entreprises et sur les pénuries dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Complètement. Complètement. Voilà, donc près de la moitié des recrutements concerneraient des cadres de moins de 5 ans d'expérience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La moitié des recrutements concerneraient des cadres de moins de 5 ans d'expérience. Donc, il faut vraiment continuer finalement d'être sur cette lancée. Vous voyez, les chiffres ne s'éloignent pas forcément en région Hauts-de-France du niveau national. Les cadres de moins de 5 ans d'expérience, 46% du coût des recrutements prévus dans la région, 48% au niveau national. Des cadres liés à des offres parues sur apec.fr notamment avec des expériences requises de 6 à 15 ans, 41% au niveau national, 39% au niveau régional. Et puis les cadres de plus de 15 ans d'expérience, 11% contre 15 en région Hauts-de-France, donc 4 points de plus. Voilà, on a tendance à recruter peut-être un peu plus dans notre région des gens plus expérimentés, mais voilà, on n'est pas non plus très éloigné du niveau national. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, juste préciser cette slide, c'est que malheureusement, et elle ne vient pas contredire ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on dit moins de 5 ans d'expérience, c'est surtout 3 à 5 ans d'expérience. Hein, les entreprises ne sont pas aujourd'hui encore dans leur diffusion de leurs besoins. En tout cas, elles ne nous ont pas indiqué qu'elles avaient aujourd'hui je ne sais pas comment bien le dire, mais voilà, elle n'allait pas ou elle ne comptait pas forcément diffuser plus que d'ordinaire des offres d'emploi qui concerneraient les expériences inférieures à 3 ans. Donc on est encore, vous voyez, sur cette variable d'ajustement jeune diplômé, ou en tout cas profil junior, voilà, au niveau des offres d'emploi, il n'y a pas un regain, il n'y a pas il y a pas forcément une volonté très explicite, encore à ce jour très claire des entreprises de vouloir recruter ce type de population. Voilà ce que je pouvais vous dire dans le laps de temps qui m'a été accordé. Alors c'est beaucoup de données chiffrées, j'en conviens, mais voilà, c'est aussi des données, je pense, qui sont assez, voilà, qui sont assez pertinentes dans ce qu'elles peuvent apporter. Euh, Alors, on a une question, David. Donc, Carole demande, a-t-on des chiffres sur les prévisions d'embauche des plus de 45 ans? alors, sur les plus de 45 ans, il faudrait que je vérifie. Oui, je dois avoir des informations sur les plus de 45 ans.
Alors, j'ai fait un tri dans les slides avant d'envoyer le PowerPoint à David. Je pourrais vous envoyer sans difficulté celle qui concerne l'emploi des profils seniors, sans difficulté. Alors, une autre question qui va arriver. Ça marche. Pendant que la question arrive, j'en profite pour vous dire donc à la fin du webinaire, donc il sera disponible en replay logiquement en fin de journée et donc sera accessible comme tous les autres webinaires pendant toute l'année sur le site clé-de-l'emploi.fr. Si vous avez encore des questions à poser à l'APEC auxquelles vous n'avez pas pensé là pendant le webinaire ou alors vous n'avez pas participé, vous le regardez en replay, n'hésitez pas, l'APEC a un stand dans le village information, orientation, formation, donc sur le e-salon, donc du 31 mai au 11 juin. Et l'APEC est également présente dans le village de la création d'entreprise. Voilà, donc sur l'accompagnement des cadres qui ont des projets de création. Donc on a fait un webinaire il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas, vous dites pas le webinaire est passé, je ne pourrai plus poser mes questions. L'APEC est présente durant tout l'événement. Donc je vous remercie encore pour ce partenariat. Alors, donc Anne-Sophie nous demande, comptez-vous sur la souplesse des entreprises face à l'absence d'expérience professionnelle, notamment des jeunes diplômés en 2020? Ouais, très bonne question d'Anne-Sophie. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, je le dis de manière très simpliste, assez brutale, mais nous, on essaye de jouer du coup effectivement sur le bouleversement des lignes de recrutement classique. C'est-à-dire que si il faut, pour faciliter un recrutement, être dans une standardisation du recrutement, l'APEC finalement n'a pas de pouvoir ou d'autorité en la matière. Moi, je suis là pour essayer, quand je rencontre des RH ou des recruteurs, essayer de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, le sujet formation est un vrai sujet. L'alternance, on a conclu, par exemple, un partenariat avec Formasup pour essayer de lancer un job dating et que les entreprises puissent du coup avoir des alternants dans leurs locaux. En jouant sur les leviers du coup formation. Il faut jouer aussi finalement cette carte de l'investissement sur les compétences en devenir. Et puis ensuite, vous voyez, j'organise par exemple, je vais vous donner un cas très concret, mais j'organise un APEC Connect IT en juin prochain. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les entreprises recrutent sans CV. Donc, on essaye de faire bouger les lignes aussi en disant, bon, bah, c'est un job dating. Il faut jouer sur la compétence, évidemment, mais je demande aux entreprises de faire confiance à l'APEC sur le fait que les candidats qu'on leur présente ont globalement les compétences pour pouvoir maintenir la fonction et le poste. Après, le candidat idéal n'existe pas. C'est-à-dire que moi, ma promesse, ce n'est jamais de dire, je vais vous proposer le candidat qui correspond à 100% de vos critères. Non. Je vais vous proposer le candidat qui correspond le plus à vos exigences. Après, ni l'APEC ni qui que ce soit ne crée de candidat. Il faut faire avec le marché. Et faire avec le marché quand on est sur des profils pénuriques ou difficiles à recruter, ça veut dire qu'il faut aussi bouger nos lignes de recrutement traditionnelles et jouer sur des sujets formation. J'ai intégré l'APEC en novembre dernier. Je travaillais avant dans le domaine de la formation et je sais qu'il existe plein de dispositifs de formation pour accompagner les entreprises. Il existe des dispositifs de CPF, de VAE, il existe l'AFEST, il existe les POEI, POEC, les AFPR. Enfin, vous voyez, alors c'est plein de noms barbares dans le monde de la formation. On aime bien les terminologies un peu pompeuse, mais du coup, c'est important de se dire qu'une entreprise n'est jamais laissée seule face à un candidat qu'elle souhaite recruter parce qu'elle estime qu'il a le potentiel, il a la motivation, il peut parfaitement répondre à la fonction, mais sur lequel il va manquer quelques compétences. Qui sont des compétences importantes. Il a globalement toutes les compétences techniques requises. Il y a quelques petites compétences qui peuvent être peut-être nécessaires et qu'il n'a pas. Et du coup, l'entreprise peut être accompagnée par des dispositifs de formation pour pouvoir former ce collaborateur. Et pour ça, j'avoue qu'il y a peut-être une seule mission, une seule responsabilité, c'est que le recrutement ne doit jamais être pour hier.
C'est-à-dire que moi, j'ai pas de réponse quand l'entreprise me dit, bah, mon recrutement, par contre, bah, si la personne avait déjà été intégrée il y a un mois, ça m'aurait arrangé. Là, du coup, je suis très en retard parce que bah, du coup, une entreprise qui est très en retard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à la formation et que je comprends le recruteur qui doit recruter le plus vite possible. Par contre, on est tellement sur un marché tendu, un marché qui est crispé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, les gens qui sont en fonction, même ceux qui voulaient changer, sont pas très enclins à le faire et préfèrent ceux qui étaient mal dans leur fonction, qui avaient des envies d'ailleurs. Et ben, du coup, préfèrent peut-être serrer un peu les pouces et se dire bon bah je suis pas hyper épanoui dans ce que je fais, j'avais envie de changer, mais la situation est tellement aujourd'hui instable que je préfère attendre un peu. Et on est vraiment dans cette typologie de marché aujourd'hui. Et c'est important dans cette configuration-là que les entreprises bah, essaie d'avoir un peu plus de souplesse, essaye d'adapter un petit peu plus les profils, essaye d'aller finalement aussi se tester sur des profils qu'elle n'aurait peut-être pas naturellement sélectionnés pour voir si voilà on peut pas à un moment donné bouger notre réflexion et bouger nos lignes et puis jouer la carte formation quand c'est possible. Il manque pas toujours des cursus de 200 heures à chaque collaborateur. Parfois, vous savez, c'est de la petite formation nette d'une quinzaine d'heures sur un outil technique, une compétence spécifique, une adaptation de la compétence au sujet ou aux technologies, aux logiciels utilisés par l'entreprise. Mais c'est rare quand même qu'il manque des modules complets de formation. Et dans ces cadres-là, moi, je comprends que l'entreprise soit plutôt réfractaire. Mais vraiment, essayons ensemble voilà, de jouer sur. Et beaucoup de recruteurs jouent déjà cette carte. Hein, et moi, on est fortement mobilisé à l'APEC sur la question de la marque employeur. Les entreprises essayent vraiment de considérer leur candidat comme un client, de lui apporter la meilleure expérience possible, même s'il n'est pas pris, s'il a vécu une bonne expérience avec moi, je suis déjà ravi. Et de faire en sorte que voilà, on ait une relation de professionnel à professionnel et que voilà, j'arrive aussi de ce point de vue-là à bouger les lignes du recrutement tel qu'il existait jusqu'à présent. Mais c'est pas simple, c'est pas vain, Anne-Sophie, mais c'est pas simple comme changement et modification. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un peu ma vision des choses aujourd'hui. Alors, je dirais en complément de ce que vous venez de dire, David, c'est que nous, on l'a vu sur l'année 2020. Donc, il y a eu le premier confinement où tout le monde a été, je pense, pris un peu de cours, où tout le monde a travaillé en distanciel. Et nous, au niveau de nos structures, on a pu continuer à avoir une activité sur le reste de l'année. Une activité en présentiel avec évidemment un protocole sanitaire qui était très, très strict. Et donc, on a réorganisé à partir du mois de septembre ce qu'on appelle les décroches ton job ou ta formation. Donc, ce sont des mini-forums qui ont lieu dans nos locaux sur des secteurs d'activité qui sont identifiés. Et ce qui a fait la différence, alors on a eu des volumes forcément beaucoup moins importants de demandeurs d'emploi qui venaient, et donc au niveau des jeunes. Ce qui a fait la différence aussi, c'était la motivation. La motivation a toujours été un critère pour les entreprises, mais là, le fait de montrer aux recruteurs qu'on bouge, qu'on va de l'avant, qu'on est prêt à l'affronter malgré un contexte, on a vraiment des recruteurs qui nous ont dit c'est ça qui a fait la différence. Et donc, Bien quand sûr, on parle de souplesse des entreprises, je pense que c'est pas, moi, j'utiliserais pas forcément souplesse, je dirais un regard différent sur la oui, candidature. Et ça, voilà, on le ressent encore maintenant. Donc, tout les à fait. candidats, si vous êtes des structures d'accompagnement des demandeurs d'emploi, je dirais que c'est vraiment le moment pour les gens qui recherchent un emploi ou une formation, c'est le moment de les pousser, de les accompagner et qu'ils osent et qui n'attendent pas. Complètement. Non, non, et c'est pour ça, David, que pour nous, recruter sans CV, c'est sortir de la compétence technique pure. C'est important, la compétence technique. Moi, je comprends qu'une entreprise recherche de la compétence technique, mais recruter sans CV, ça veut dire qu'on va justement aller chercher ces leviers motivationnels et de potentiel. Et Mhm. sortir du cadre très rigide de la compétence technique. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as pas? Est-ce que bah, du coup, tu pourrais l'avoir assez rapidement? C'est aussi aller capter de la motivation et du potentiel. Et dans le cadre d'un job dating, donc d'un échange qui dure 20-25 minutes maximum, je pense que ce qui est essentiel, c'est ça. C'est de se dire, bon, la compétence technique, bah, je fais confiance au matching qui a été fait en amont et je vais me concentrer sur les 20 minutes qui me sont données avec le candidat pour tester sa motivation et son potentiel. Juste pour terminer, mais ça me paraît juste essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la durée de vie de la compétence technique, c'est 2 ans et demi à peu près. Une compétence technique en France, aujourd'hui, dans notre pays, c'est 2 ans et demi. Et on ne connaît pas 80% des métiers de 2030. Donc, ça veut dire que quand un recruteur passe 1 heure en entretien à tester la compétence technique, eh bien, finalement, il essaye de tester, de comprendre un sujet qui a une durée de vie très limitée dans le temps. Et on passe à côté finalement d'un sujet de personnalité, de motivation et de potentiel qui là du coup a un effet
beaucoup plus durable puisqu'il s'agit de l'intrinsèque de la personne. Alors je dis une fois, je veux vraiment pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. La compétence, c'est évidemment essentiel, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les échanges que vous devez avoir en tant que recruteur avec vos candidats, vous devez aussi, peut-être même surtout, aller capter aller capter du potentiel et des sujets motivationnels qui vont davantage caractériser finalement l'entreprise et la personne. Et du coup, qui vont vous permettre de bouger un peu les lignes et de compter sur les sujets formation s'il y a des sujets de compétences manquantes. Voilà, et d'autant plus, pardon, mais vraiment, et d'autant plus si vous êtes sur des sujets pénuriques d'activité. C'est-à-dire que voilà, il y a plein d'entreprises qui vont chercher les mêmes profils que les vôtres. Et si vous êtes une entreprise qui ne souhaitait pas faire du offshore de compétences, bah, le seul sujet, c'est de pouvoir bouger vos lignes et d'aller capter du potentiel et de vous dire que vous avez des sujets de formation pour le former le cas échéant. Donc, on parle beaucoup, entre autres, des soft skills en ce moment. Exactement. Voilà. Exactement, complètement. Est-ce Je que n'ai parmi que les ce mot-là à la bouche. participants, Je n'ai que ce mot-là à la bouche. est-ce que parmi les participants, vous avez d'autres questions à poser à David? Bon, bah, je pense que la présentation était très riche et très complète. En tout cas, un grand merci, David. Et puis, Pas de pour les souci. donc le prochain webinaire donc, aura lieu cet après-midi, donc à 14h30. Ce sera animé par l'équipe Pôle emploi international sur travailler à l'étranger, être accompagné par Pôle emploi. Et donc, demain, nous aurons également donc, l'EIA qui va présenter la reconversion professionnelle dans la tech et Maillage qui présentera l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc vous Super. retrouvez l'information sur le site clédelemploi.fr. Encore merci David, merci aux participants et bonne journée, à bientôt. Merci. Merci, au Bonne revoir. journée à vous.